Ok, alors dans la suite du cours, on va donner l'impression, et c'est pas faux, de changer de sujet. Effectivement, on va s'intéresser à une autre question. Qu'est-ce qu'un algorithme? Donc là, vous avez un algorithme qui est repris des éléments d'Euclide. Donc c'est Euclide qui explique comment construire un triangle équilatéral avec une règle et un compas ayant pour côté AB. Donc ça ressemble à un algorithme, on a des étapes. Donc on va chercher à formaliser ce que c'est qu'un algorithme, un programme informatique. Pourquoi? D'abord parce que c'est un cours d'informatique, mais aussi parce que c'est fortement relié aux questions précédentes. Parce que la preuve de Gödel, du théorème de Gödel, elle utilise intrinsèquement quelque chose qui est qu'une preuve, c'est un programme, c'est un algorithme. Et donc, en réfléchissant à comment, ce que voulait dire ce théorème d'incomplétude de Gödel, les gens se sont mis à chercher d'autres preuves plus simples que celles de Gödel et à réaliser qu'en fait, on avait besoin de parler d'algorithme, de programme, de montrer, d'utiliser le fait qu'une démonstration, c'est un programme. On fait des déductions, d'hypothèses, en utilisant une certaine méthode de preuve. Et donc, comment est-ce qu'on formalise un programme, un algorithme? Bon, alors Gödel a utilisé lui-même les fonctions récursives que vous avez vues dans la première petite classe. Alonzo Church, en 1936, a proposé le lambda calcul, dont on ne va pas parler vraiment de ce cours. Et on va plutôt parler du modèle dû à Alan Turing, en 1936. Donc en même temps que Church, ils ont proposé les deux des modèles différents, cherchant à formaliser la notion d'algorithme. Et ces modèles, les fonctions récursives, lambda calcul, machine de Turing, sont très différents a priori. Mais il se trouve qu'ils ont exactement la même puissance. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing, sur laquelle on va revenir dans la suite, qui dit qu'une fonction est calculable si et seulement si elle est calculable par machine de Turing. Ici, le calculable fait référence à un concept intuitif, c'est-à-dire calculable par informatique, par une machine mécanique, ou une machine électronique, ou une machine programmable. Et cette thèse vous dit que être programmable, solvable par informatique, c'est exactement la même chose que d'être calculable par machine de Turing. C'est pour ça que je vais utiliser ce modèle des machines de Turing, parce qu'il est assez naturel, et le définir. Et aussi parce qu'il me permettra de prouver le théorème d'incomplétude de Gödel dans plusieurs cours. Alors, c'est pas les seules formalisations, il y a aussi les systèmes de poste, on pourrait parler de programmes Java, C, Camel, etc. Je vais essayer de me baser uniquement sur les machines de Turing. Et la thèse de Church-Turing, comme son nom le porte très mal, semble avoir été clairement exprimée pour la première fois par Stephen Kleene, qui a expliqué, en fait c'est un étudiant en thèse d'Alonzo Church, ce que disait son directeur de thèse en tant que bon étudiant. Alors peut-être une parenthèse historique à ce moment-là. Donc là, sur cette image, vous avez deux personnes de génie du siècle passé. À droite, vous connaissez peut-être Albert Einstein. À gauche, c'est Kurt Gödel, l'auteur du théorème de complétude-incomplétude. Alors pourquoi est-ce que je les mets là? D'abord parce que il faut replacer ça dans le contexte historique. C'est vraiment la crise des fondements. Einstein, 1907, théorie de la relativité, 1915, relativité générale. On est en train de dire que la notion de temps, d'espace, n'est pas du tout la notion de temps et d'espace auquel on s'attendait jusque-là et qu'il faut tout revoir. Kurt Gödel, l'incomplétude, c'est 1931, qui dit qu'en fait, on ne peut pas formaliser les mathématiques. Il est impossible de formaliser les mathématiques. Il y a des formules closes qui sont vraies sur les entiers, mais qui ne sont pas prouvables, qu'on n'arrivera jamais à démontrer.
Bon, pourquoi les représenter sur cette même image? Alors, on peut se dire, ok, je viens de le dire, à cause de ce contexte historique sur la crise des fondements, mais aussi parce qu'en fait, ce sont deux potes, Einstein et Gödel, ont passé toutes leurs après-midi à une certaine époque, l'un avec l'autre, à discuter. Alors pourquoi ils se sont retrouvés ensemble? Il y a aussi le contexte historique à replacer. Donc Einstein est juif et vit en Allemagne. À un moment, les nazis prennent le pouvoir et ça sent vraiment mauvais pour les juifs, sans mauvais jeu de mots, et donc il s'expatrie et part aux États-Unis. Kurt Gödel, je crois que personne ne sait exactement quelle était sa religion, parce que je pense qu'il était athée, mais en tous les cas, son directeur de thèse est lui juif, et il n'est pas allemand, mais autrichien. À un moment, ces deux pays fusionnent, mais ça sent suffisamment aussi le roussi pour que le simple fait qu'il travaille avec des gens de religion juive fait qu'il va devoir ne va plus pouvoir travailler tranquille, donc ils s'expatrient et ils se retrouvent tous les deux à Princeton. C'est à partir de là qu'ils font connaissance et se mettent à partager des moments de discussion. Donc il y en a un qui est beaucoup plus médiatique que l'autre, Albert Einstein, qui lui a été... il y a beaucoup d'interviews, etc., par des journalistes. Pour la petite histoire, une des questions qui a le plus été posée à Albert Einstein, c'est y a-t-il un rapport avec ces résultats et l'incomplétude de Kurt Gödel, son pote Kurt Gödel, est-il capable de relier l'un et l'autre? Et la réponse que Albert Einstein a toujours fait, c'est non, a priori, ça n'a rien à voir. Toujours est-il que tous ces résultats sont des crises de fondement. Et quand je dis bien que c'est une des questions les plus posées, bien entendu, je parle de questions scientifiques. Alors, c'était de génie du XXe siècle, et en fait, Alan Turing, c'est un génie aussi du même siècle, juste un peu après. Donc la machine de Turing, c'est quelque chose qu'il propose en 1936. Et pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à cette machine de Turing? Pourquoi il propose la machine de Turing? Parce que, comme d'autres, il est sidéré par le résultat de Kurt Gödel et il cherche à comprendre ce qu'il dit, jusqu'où on peut pousser ce résultat. Et donc il s'intéresse à la question suivante mon allemand étant ce qu'il est, je ne vais pas prendre le risque ici, mais finalement, le théorème d'incomplétude, il vous dit qu'il y a des énoncés qui sont vrais sur les entiers, mais qu'on n'arrivera jamais à démontrer. Ok? Donc un exemple, c'est le second théorème d'incomplétude, c'est une formule qui exprimerait la cohérence de l'arithmétique par exemple. Mais maintenant, ça fait des années qu'on essaye de prouver des résultats. Donc, vous prenez votre énoncé favori. Alors, prenons par exemple la conjecture de Goldbach, qui est un résultat qu'on n'arrive pas à prouver. Alors que peut-être que si j'arrive pas à le prouver, c'est précisément parce qu'il n'est pas démontrable. Ok. Peut-être. Mais en fait, la vraie question maintenant, si j'ai un énoncé que je n'arrive pas à prouver, est-ce que je suis capable de décider si c'est démontrable ou pas? Donc, est-ce qu'on peut décider mécaniquement si un énoncé est démontrable ou non? C'est exactement ce qui porte le nom de ce problème en allemand. Et c'est en cherchant à répondre à cette question que, à la fois, Alan Turing va présenter le modèle des machines de Turing, et à la fois Alonzo Church va présenter le modèle du lambda calcul. Et en fait, il faut capturer les deux, la notion d'algorithme, parce que précisément pour y répondre, on a besoin de dire ce que c'est que mécaniquement. Qu'est-ce que veut dire mécaniquement? Donc il faut formaliser la notion d'algorithme. Donc Church a fait ça avec le lambda calcul et Turing avec ce modèle de machine.